Nous voilà sur l'interface d'édition de Webflow. Donc c'est là que vous allez pouvoir créer les sites internet pour vos clients. Elle se compose de 4 parties principales. La première, la barre supérieure, qu'on peut appeler top bar en anglais. On va avoir un menu déroulant avec un lien pour revenir à la page précédente où nous avions créé le site, qui permet notamment aussi d'aller aux paramètres globaux du site que nous verrons plus tard dans la formation. C'est là aussi qu'on peut exporter du code ou voir où en est le code CSS, donc qui gère les styles de notre site. À côté de ça, on va avoir un menu déroulant qui permet de switcher entre le mode design ou le mode build. Le mode design, c'est celui où nous sommes pour créer le site internet. Le mode build permet essentiellement de modifier tout ce qui va être texte, image, etc. Donc c'est ce que vous donnerez comme accès à vos clients finaux lorsqu'ils seront autonomes et voudront modifier des textes à l'avenir sans vous solliciter. Et cela permet de modifier donc ce contenu sans toucher à la structure et au squelette du site que vous aurez créé, ainsi que les styles. On va avoir un menu rapide ici concernant le CMS, donc ça va être tous les éléments, tous les items de votre base de données propre au site. Donc on va le voir plus tard dans la formation, mais ça va être globalement les informations des biens immobiliers, des agents immobiliers, etc. Insight, donc ça c'est plus quand le site est déjà déployé, ça permet d'avoir des statistiques de trafic, etc. Le mode preview qui nous permettra de visualiser le site en conditions réelles, sans avoir à déployer à chaque fois, de visualiser à quoi ça ressemblera pour les utilisateurs finaux. Ensuite, on va avoir la partie locale ici, que nous verrons plus tard dans la formation. Cela permet de définir plusieurs langues, donc avoir les pages en français et en anglais par exemple. Ici, nous avons un raccourci pour les différentes pages du site. Donc là, comme on vient de démarrer, on n'a que la page générée automatiquement Home, donc accueil, une page password et une page erreur 404. Cette partie-là est un accès rapide. La section principale des pages se trouve ici, on va le voir juste après. On a un sélecteur rapide pour les breakpoints. Donc les breakpoints, ce sont les différentes tailles d'écran prédéfinies pour visualiser le site de manière responsive sur mobile, tablette, laptop, desktop ou très grands écrans. Donc on a déjà ces modes qui sont pré-réglés. On les retrouve ici également. Donc cela permet de switcher entre mobile, desktop, mobile landscape, donc c'est-à-dire en mode paysage. Et on peut également dans le Canva, donc le Canva c'est cette section là où on édite directement les éléments du site internet, c'est là qu'on construit le site. On peut dynamiquement jouer avec la taille et vous voyez qu'en bas, on a des informations sur le rendu sur des périphériques assez spécifiques. Par exemple, là, on va être sur mobile normal. Si on fait comme ça, on voit que par exemple, là, voilà, c'est pour le Pixel 3, Nexus 5, etc. Avec des appareils assez récents également. On va avoir l'iPhone 13 Pro Max, par exemple, etc. Ensuite, on va avoir cette partie commentaires. Donc, elle est assez utile quand vous collaborez avec d'autres développeurs Webflow, mais vous pouvez l'utiliser également avec vos clients finaux s'ils souhaitent mettre des commentaires sur des choses que vous avez faites ou qu'ils souhaitent qu'ils soient modifiés, ou également pour vous créer une to-do. Par exemple, vous pouvez sélectionner une partie ici, changer le titre, et on voit qu'en fait, ça va créer une tâche qui est propre à cet endroit-là. Et quand vous l'avez traité, vous pouvez mettre OK. Donc, ça vous permet d'avoir une traçabilité de vos to-do. Donc, c'est assez utile pour vous-même ainsi que pour vos clients finaux. Pour finir avec la top bar, on va avoir la partie Publish où nous reviendrons plus en détail plus tard, mais ça permet de mettre en ligne directement les dernières modifications que vous avez faites. Donc là, on voit qu'il y a marqué Note Publish, mais généralement, il y a la date et l'heure de la dernière publication des modifications. Comme ça, vous pouvez savoir de quand date la dernière version en ligne. On va avoir une distinction entre staging et production. Staging en développement, ça veut dire test. Donc c'est un nom de domaine Webflow, donc un nom de domaine temporaire que vous n'utiliserez pas forcément pour vos clients finaux, parce que ça ne fait pas forcément professionnel, mais c'est pour vous voir en conditions réelles les derniers travaux que vous avez faits sans forcément affecter le résultat final sur le nom de domaine final. Qui là va être production, et donc là on va devoir ajouter un nom de domaine personnalisé, on le verra plus tard dans la formation. Vous avez juste à cliquer et sélectionner Publish to Selected Domains. Donc vous pouvez publier qu'en production, qu'en staging ou les deux. On va également avoir des options avancées qui ne vont pas vous concerner directement. Globalement, j'aurais tendance à vous dire laissez-les cocher tout le temps. Ça permet de rendre le site beaucoup plus léger en production et donc beaucoup plus facilement accessible pour les utilisateurs finaux. Voilà pour la top bar. Passons maintenant à la barre de gauche qui va être une des plus importantes avec la barre de droite. Donc, on commence donc avec la première partie qui concerne les composants. Donc, ce sont globalement de manière visuelle les composants HTML qu'on a brièvement évoqués
dans la première section sur la présentation de la structure HTML. Donc on va avoir les sections qui vont être les plus grosses parties, qui vont ensuite contenir des conteneurs, des divs comme on l'a vu, des textes avec leur heading, des liens, etc. Pas d'inquiétude, il y en a plusieurs, on va les voir au fur et à mesure et je vous expliquerai leur utilité et comment les manipuler entre guillemets. Ensuite, nous avons les pages. Donc cela rejoint le raccourci qu'on avait là-haut. C'est là qu'on va pouvoir définir les noms, descriptions. Tout ça, on le verra un petit peu plus tard dans la partie où nous parlerons du référencement naturel et donc le SEO. C'est ici aussi qu'on va retrouver les pages qui sont générées dynamiquement en fonction de nos items CMS, ainsi que les pages utilitaires, donc qui sont propres aux erreurs, pages avec mot de passe, etc. Après ça, nous retrouvons le navigateur. Pour l'instant, il n'est pas forcément enrichi, mais c'est là où vous aurez l'intégralité de la hiérarchie des éléments qui composent votre page. Donc vous avez par exemple le body, donc, qui est la partie maître, comme on l'a vu précédemment. Ensuite, on va avoir une section. À l'intérieur de cette section, on va avoir des titres, des textes, etc. Et c'est là que vous allez voir si un élément est imbriqué dans un autre ou si un élément est parent d'un autre. On va retrouver cette hiérarchie également en bas. Là, par exemple, on a le body. Lorsqu'on va avoir des sections, des éléments, etc., on va retrouver cette hiérarchie qui sera affichée ici et on pourra naviguer plus facilement dans les éléments parents si nécessaire. Ensuite, on va avoir la partie component. Donc là, ça va être des éléments comme ceux qu'on a vus juste avant, sauf que là, ce sont des éléments personnalisés. Donc on va le voir un petit peu plus tard, notamment quand on va créer notre navbar. Pour pas avoir à la copier-coller sur toutes les pages de notre site internet, on va créer un composant personnalisé qu'on appellera navbar. Mais ça, on le verra un petit peu plus tard dans l'information. Ensuite, les variables qu'on va voir dans la prochaine vidéo, cela permet de définir des variables qui sont communes à tout l'environnement. Par exemple, si on va avoir une couleur qui est répandue à travers tout le site, parce que c'est la couleur maître du style de notre site, ce qui va être notre cas, on va pouvoir la définir ici et ensuite la sélectionner dans le menu des styles. Et si par la suite, finalement, on ne veut plus cette couleur, on en veut une autre, on peut la modifier là et le changement va se répercuter sur l'intégralité du site. Donc, on peut créer des couleurs, des tailles, etc. Ensuite, Style Selector. Donc, pour l'instant, pas forcément enrichi non plus de ce côté-là, mais c'est là où vous aurez la liste de toutes les classes que vous avez créées. C'est là où vous pourrez les renommer ou les supprimer si besoin. On reviendra sur cette partie un petit peu plus tard lorsqu'il y aura des éléments à constater dedans. La partie Assets, donc c'est là où on va avoir tous nos éléments images, ça peut être des sons, des animations, etc. Donc c'est là qu'on va téléverser l'intégralité des images et donc médias qu'on a besoin pour notre site internet. Et lorsqu'on aura besoin de les alimenter quelque part sur le site, on ira les piocher là-dedans. On peut organiser tout ça avec des dossiers pour que ça soit plus simple. Et on a aussi une classification directement par type avec les images, documents, les animations, etc. Ensuite, cette partie-là, on ne va pas y prêter attention, c'est assez spécifique et surtout, c'est une fonctionnalité que Webflow va arrêter d'ici le milieu de l'année. Quand je dis milieu de l'année, pour ceux qui suivent la formation un peu plus tard, ça veut dire autour de juin 2025. Pour finir, on a une section App, donc ça va être toute fonctionnalité ou librairie externe pour enrichir votre site internet et les fonctionnalités. Donc on va en utiliser un peu plus tard, notamment avec une bibliothèque d'icônes. Ça va être beaucoup plus simple que juste récupérer des images d'icônes sur internet et les mettre en média. On va pouvoir juste sélectionner les icônes dont on a besoin dans un menu déroulant et elles vont s'alimenter dans un format universel directement dans notre site. Ensuite, on va retrouver ici les paramètres supplémentaires, notamment la localisation, donc on a brièvement évoqué par ce raccourci, qui permettra de définir des pages français et anglais, on verra plus tard. Des backups, très utiles. Si vous avez besoin de faire des sauvegardes à un moment donné, parce que vous allez tester par exemple un nouveau design sur une page déjà existante, mais si vous n'êtes pas satisfait, vous souhaitez revenir sur la version précédente, donc vous allez avoir une liste ici. Vous pouvez créer un backup en manuel, mais sinon sachez que Webflow va vous créer des backups assez régulièrement de manière automatique. Après, vous pouvez aussi personnaliser l'interface, etc. Pour finir, une partie qui va être assez intéressante pour nous plus tard, c'est l'audit. Donc pour l'instant, aucune alerte, mais lorsque le site sera quasiment terminé, c'est là que Webflow va vous mettre des petits warnings sur des choses que vous devez améliorer pour l'expérience globale utilisateur et pour le référencement naturel. On y reviendra à la fin de cette section lorsqu'on traitera tous les manquements sur notre site pour le rendre parfaitement opérationnel pour une publication en ligne. Donc, comme brièvement évoqué juste avant, ici, ça va être la zone Canva. C'est là où vous allez manipuler l'ensemble des éléments qui constituent votre site internet. Donc, on va prendre par exemple une section, on va la mettre ici, on voit qu'elle est visible. Ensuite, un conteneur à l'intérieur
On voit donc qu'il y a cette structure qui se crée et donc c'est là que vous allez manipuler l'ensemble des éléments. Pour finir, on va avoir le panneau de style sur la droite. C'est là où grossièrement de manière visuelle, on va manipuler l'ensemble des options CSS, donc de style, qui permettent de changer l'apparence et le comportement des différents éléments. Donc on va avoir le style, on peut changer la taille, l'espacement, etc. Donc tout ça, on va le voir au fur et à mesure, étape par étape. On va également avoir les settings. Donc là, ça va être un peu plus technique. C'est si, par exemple, vous avez besoin d'ajouter des fonctionnalités plus techniques à terme qui vont nécessiter l'utilisation de JavaScript ou de librairies externes. Vous allez potentiellement devoir ajouter un comportement sur un élément en particulier, donc vous allez devoir lui définir un ID. Si vous utilisez des formulaires assez poussés plus tard, vous allez potentiellement avoir besoin de custom attributes, etc. Donc ça, c'est des choses dont vous n'avez pas besoin de vous préoccuper à ce stade pendant votre apprentissage. Ça va venir automatiquement et souvent les librairies que vous allez utiliser pour les sites de vos clients ont une documentation qui est assez riche et qui vous indique simplement ce que vous devez faire. Mais ce que vous devez retenir, c'est que si vous avez besoin de spécifier un ID pour un élément en particulier, c'est possible. Et ça, c'est juste si vous utilisez des librairies externes grossièrement. Pour finir, on va avoir les interactions qu'on verra plus tard, donc ce qui permet d'ajouter des animations à des éléments selon des comportements prédéfinis, en fonction de la souris, le scroll, clic, etc. Mais ne vous inquiétez pas trop de cette partie, on y reviendra plus tard.